Fidèles téléspectateurs de l'émission Droit et Société, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ahalla nikaha wa harrama as-sifah wa aw'ada liman qaraba ilayha adhaban alima. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad alladhi qala tanakahu wa takatharu li ubahiya bikum al-ummama yawm al-qiyamah. Je commence par remercier ou bien louer Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu le mariage licite et qui a rendu illicite toute abomination, tout acte de fornication et qui a promis à toute personne qui va s'approcher de la fornication un énorme châtiment. Que la paix et la bénédiction soient sur le sceau des messagers, le tout dernier, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit qui nous a exhorté au mariage. Mariez-vous, multipliez-vous, afin que je sois fier de ma communauté le dernier jour, le jour du jugement. Et puis, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a encore dit que de toutes les choses permises, donc qui sont halal, il y a une plutôt qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le divorce. Et c'est ça qui va faire l'objet de notre émission d'aujourd'hui. On ne peut pas parler du mariage sans divorce, parce que le mariage, c'est un lien. Le mariage, c'est un contrat qui a un commencement et une fin. Comme toute chose, comme toute institution, a un commencement et une fin, le mariage aussi, en tant que contrat, a un commencement, c'est le jour de la célébration du mariage, le jour où mari et femme ont signé leur contrat de mariage. Le mariage a une vie parce que dès la célébration du mariage, ce contrat commence à produire des effets non seulement vis-à-vis des époux qui ont contracté le mariage, mais encore vis-à-vis du fruit de leur mariage, c'est-à-dire sur les enfants. Mais comme je venais de vous le dire, le mariage a un commencement, une vie et une fin. Et le mariage prend fin au moment de la dissolution. Et le législateur congolais a prévu des modes de dissolution du mariage, ou bien des causes de dissolution du mariage. Le mariage peut prendre fin soit par la mort d'un des époux, le mariage soit par l'absence d'un des époux, et il y a un jugement qui doit intervenir pour constater l'absence de l'un des époux, mais le mariage peut également être dissous par le divorce. Nous ne parlerons pas de la mort maintenant, nous ne parlerons pas de l'absence, mais ce qui nous intéresse présentement, c'est la dissolution du mariage par le divorce. Le divorce n'a pas été défini par le législateur congolais. Nous pouvons considérer le divorce, aux yeux de la doctrine, comme étant la dissolution de l'union conjugale, la dissolution du mariage, à la suite d'une décision judiciaire, une décision de justice, à la demande ou à la requête de l'un des époux ou de l'un et de l'autre. En définissant ainsi le divorce, vous comprendrez, chers téléspectateurs, que le divorce, c'est vrai, la dissolution du mariage. Mais cette dissolution du mariage, ce n'est pas n'importe qui peut prendre cette décision. Ce n'est pas par la décision unilatérale du mari, ce qu'on appelle souvent la répudiation en droit coutumier. Ce n'est pas par la décision unilatérale de la femme. Ce n'est pas par la décision de la famille de l'un ou de l'autre, ce n'est pas la décision du chef coutumier, ce n'est pas la décision des autorités religieuses. En droit congolais, toute dissolution du mariage qui n'est pas passée devant les cours et tribunaux n'en est pas une. Donc, la dissolution du mariage, c'est une décision de justice. Vous voulez dissoudre votre mariage, vous allez vous adresser au juge compétent. Et le juge compétent ici, c'est le tribunal de paix
de la dernière résidence des époux, ou bien de la résidence de celui qui sera considéré comme défendeur. Parce que nous avons donc défini le mariage, nous avons dit que c'est une décision qui est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Est-ce qu'il y a plusieurs cas? Quelles sont les causes qui peuvent amener le juge à prononcer le divorce? Et là, nous voulons parler des circonstances qui donnent le droit à demander le divorce. Notre pays est régi par le code de la famille en cette matière-là. Mais avant le code de la famille, il y avait ce qu'on appelait le code civil livre premier. Le code civil livre premier qui régissait la matière du mariage. Mais depuis 1987, l'unique cause que le législateur a retenue, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. La destruction irrémédiable de l'union conjugale. Il suffit tout simplement que par rapport aux faits qui seront exposés par les parties, surtout par la partie demanderesse en divorce, dès lors que le juge va tirer des faits la conséquence qu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale, il est en droit de prononcer le divorce. Et ici, le divorce, depuis 1987, est considéré dans notre pays comme un remède. Mais dans le temps, sous l'empire du Code civil livre 1, le divorce était considéré comme une sanction. Sanction tout simplement parce que c'était prononcé suite à une faute, suite à la culpabilité d'un des époux. Il suffisait donc qu'il y ait seulement une faute imputable à l'un des époux, et là le juge était en droit de prononcer le divorce. Mais depuis 1987, depuis la promulgation du Code de la famille, le divorce a changé, et le législateur a changé la conception du divorce. Ce n'est plus le divorce sanction, mais c'est plutôt le divorce remède. Le divorce remède. Et alors, par rapport aux circonstances qui donnent lieu au divorce, nous avions dit que c'est la destruction irrémédiable. Là, le législateur considère que les maris ne peuvent plus continuer à vivre ensemble. Laisser les maris continuer à vivre ensemble, c'est comme si on veut... il y a un mort, maintenant vous voulez momifier le cadavre. Vous voulez seulement voir le cadavre, même si c'est un corps qui est sans vie. Et alors le législateur a compris que dans certaines circonstances, on ne peut pas forcer les gens à continuer à cohabiter, parce qu'on ne sait jamais si pour une cause ou une autre, l'un ou l'autre a demandé le divorce, et que nous sommes condamnés, et plutôt ils sont condamnés à vivre à vivre ensemble. Cela peut amener, on ne sait jamais, l'irréparable. Au lieu d'arriver à l'irréparable, le législateur a prévu que le juge peut prononcer le divorce dans certaines circonstances. Donc, sous l'empire, disais-je, sous l'empire du Code civil, on supposait que d'un côté, il y avait un coupable et de l'autre côté, un innocent. Et le divorce, c'était une voie qui a été ouverte à l'innocent, c'est-à-dire l'époux qui était offensé, celui qui considère l'autre comme étant coupable, comme étant fautif. Ainsi, mesdames et messieurs les téléspectateurs, la conception du divorce ayant changé, il me revient maintenant de vous parler en bref de la procédure de divorce. La procédure de divorce, il y a deux phases dans cette procédure. Il y a une phase préliminaire, une phase que nous pouvons considérer comme étant la phase préjuridictionnelle. Quand je dis préjuridictionnelle, c'est avant le jugement, avant d'aller devant le tribunal. C'est la phase précontentieuse, la phase où il n'y a pas encore on est supposé n'être pas encore en litige. C'est la phase de conciliation. Ça commence par l'introduction d'une requête.
Le mari qui estime qu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale va introduire une requête. Il va démontrer dans sa requête au juge que le mariage, l'union conjugale devient invivable. Et l'une des causes d'ailleurs prévues par le législateur, c'est notamment lorsque il y a eu séparation de fait, parce que cela arrive. Mari et femme, ils vivent ensemble, c'est maintenant la fatigue, le mari qui dit à sa femme, va chez tes parents, ou bien c'est la femme qui dit au mari, en tout cas, je suis fatigué, je dois rentrer chez mes parents. Et c'est ce qu'on constate souvent dans notre société, mari et femme, ils vivent séparément. Le mari vit seul à la maison, peut-être avec les enfants, ou bien c'est la femme qui est partie avec ses enfants. Ils sont en séparation pendant 1 année, 2 ans, 3, 4, 5 ans. Dès lors que le législateur constate qu'il y a plus de 3 ans de séparation de facto, le législateur tire déjà une conséquence de cette séparation de facto pendant 3 ans qu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale. Et dès lors que par sa requête, il démontre, le demandeur démontre au tribunal, démontre au président du tribunal à qui va adresser sa requête, qu'ils ont vécu pendant autant d'années en séparation, il sera invité par le président du tribunal ou bien le juge qui sera chargé de la conciliation des époux pour lui démontrer la gravité de sa décision, parce que demander le divorce, il y a toujours des conséquences non seulement sur les deux conjoints, mais également sur les enfants. Dès lors qu'il sera convoqué, ou bien invité plutôt devant le juge conciliateur, on va lui démontrer les conséquences, de ce divorce. Mais si il persiste dans sa demande, on va devoir inviter l'autre conjoint, on va les confronter, on va inviter les membres de famille, ceux-là qu'on appelle les ayants droit coutumiers, ce sont les parents des uns et des autres. On va inviter même les parrains, ceux qui ont été présents le jour du mariage, pour demander s'ils n'ont pas fourni un effort pour que les deux conjoints ne puissent pas, pour que ce mariage ne puisse pas se disloquer. Mais en cas, ça sera sur PV, je suppose que le juge conciliateur va entendre les uns et les autres. En cas de réussite, il va dresser un procès verbal de conciliation. Mais dans le cas contraire, en cas d'échec de conciliation, ce sera très malheureux, le juge conciliateur va devoir dresser un procès verbal de non-conciliation. Maintenant, fort de ce procès verbal de non-conciliation, le demandeur en divorce va, par la plume de son avocat, introduire une assignation en divorce. Et là, ce sera la deuxième phase qui va commencer, c'est la phase juridictionnelle. Et là, ce sont les avocats qui vont intervenir. Parce que dans la première phase, ce sont les époux eux-mêmes, sans la présence de leur conseil. Mais dès lors qu'on entame la phase juridictionnelle, c'est une audience publique qui va commencer. Et même si l'audience sera publique, comme c'est un problème de divorce, comme il y aura des problèmes d'affection qui seront soulevés, et dans ce cas, chers téléspectateurs, il y a des avocats qui vont intervenir, mais très souvent, le tribunal décrète le huis clos. Et pendant cette phase juridictionnelle, il y aura la comparution des parties, il y aura les débats, et par débat ici, il y aura la plaidoirie de la partie demanderesse, la plaidoirie de la partie défenderesse. On va demander au ministère public de donner son avis. Le juge va prendre l'affaire, le tribunal va prendre l'affaire en délibéré pour prononcer en déant les délais de la loi. Et dès lors que le jugement sera prononcé, il y a des voies de recours. Si la partie qui aura succombé s'estime que le juge n'a pas bien dit le droit, il dispose du droit de recours qui est dénommé l'appel. Là, on va s'adresser au tribunal de grande instance du ressort du tribunal de paix qui aura rendu la décision pour montrer que le juge a mal dit le droit
et le bien fondé de l'appel. Voilà donc en ce qui concerne la procédure de divorce. Le temps ne nous a pas permis vraiment d'entrer en détail, mais l'essentiel c'est ce que nous venons de vous donner en matière de divorce. Voilà donc, chers téléspectateurs, j'espère que cette émission, cette émission vous aura plu. Vous avez beaucoup bénéficié de cette émission par rapport à vos droits et devoirs en tant qu'époux. Nous avons ainsi clos notre chapitre sur le mariage et nous vous promettons de vous parler des autres effets de cette fois-ci, comme nous sommes dans le cadre de la famille, nous allons vous parler de succession qui, avec les libéralités, constitue d'autres aspects de la vie patrimoniale de la famille. Voilà, ainsi je mets fin à cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.